Je savais aussi que le tourisme n'était pas le cœur de la préoccupation de l'ensemble de la population. Politiquement, c'était des ruraux. Ils ne connaissaient pas l'intérêt d'avoir des touristes. Or, on était plusieurs justement à penser qu'en ayant des touristes en complément de vie normale, les touristes l'été dépenseraient suffisamment pour maintenir des commerces l'hiver. Et donc les services à la population l'hiver seraient maintenus grâce à un cycle qui est celui du cycle touristique, qui est comme ça, mais au moins ça permet de survivre. Et donc c'était vraiment ça le but, c'était de faire du tourisme pour le développement, pour le maintien au moins d'activité économique de la commune. L'impact touristique, c'est très difficile à mesurer, parce qu'il n'y a pas de compteur. On voit si les commerçants sont contents ou pas. C'est très, très bon indicateur. On a des résidences de vacances, chambres d'hôtes, gîtes, etc. Quand je suis arrivé en 2008, il y en avait un d'ouvert, deux, il y avait de la rivière aussi, il y avait deux gîtes, il doit y en avoir 18 en ce moment. Le restaurant, l'hôtel a doublé de volume, puisqu'il a acheté une maison d'angle pour largement augmenter, je ne sais plus combien ils ont 15 chambres peut-être, ils ont doublé, facilement doublé le nombre de chambres. Et il y a deux petits restaurants nouveaux qui n'existaient pas, un petit salon de thé aussi, et puis j'avais fait la liste. Mais il y avait une quinzaine de commerçants nouveaux, ou artisans d'art, ou petites boutiques, alors parfois temporaires, qui n'ouvrent que l'été ou qui n'ouvrent que le week-end, mais bon, ils ouvrent que des touristes, qui se sont installés. C'est des bons indices. À mon goût, il n'y a pas assez d'artisans d'art. Il y en a deux, mais c'est pas. Les gens qui visitent les plus beaux villages de France s'attendent à voir des artisans d'art, mais qui les voient travailler, pas seulement une boutique, comme ici, de choses à acheter, mais qui voient le forgeron, qui voient le. Donc ça, on est un peu faible sur ce côté-là. Allonger la durée de séjour, parce que les gens, c'est bien de venir Sainte-Jeanne pendant 2 heures, visiter et repartir. Non, il faut qu'ils mangent là, il faut qu'ils dorment là. Donc la durée du séjour, pour nous, est très importante. C'est ça qui fait marcher le commerce. On fait attention aussi l'été, je vous disais qu'on n'aime pas quand il y a trop de monde. Mais là, quand il y a trop de monde, il y a des jeunes qui courent partout, qui font des bêtises. Et par exemple, on a trouvé la nuit sur les toits là. Bon, pour les habitants qui sont en dessous, c'est pas très agréable, donc il faut appeler la gendarmerie. Donc on a aussi des problèmes comme ça quand on a trop de monde. C'est Saint-Michel, les gens ont peur de ça, qu'il y ait trop de monde. Les fêtes médiévales, c'est très joli, on a 6 000 à 8 000 personnes à la fois dans la journée. Simplement déjà sur le plan des parkings qui sont de 2 000 personnes. Et ensuite, pour les commerçants, une fois que les terrasses de café sont toutes occupées, les gens s'assoient, ils bloquent les places, non, moi j'ai voulu venir, c'est plus. Tous les soirs, on ne peut pas avoir. Donc les commerçants sont mécontents et tout le monde. Ils préfèrent 10 dimanches à 800 personnes qu'un dimanche à minuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai rajouté en 2009 le droit de préemption sur les fonds de commerce. Pourquoi? Parce que dans la cité médiévale, il n'y avait plus un seul commerce. Tout était fermé, avec à vendre. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas que ces immeubles soient rachetés par des propriétaires qui vont en faire des logements pour personnes âgées, avec une dame au rez-de-chaussée, un couple premier et puis un veuf au 3e étage. C'était ce qui nous... J'avais des propositions sur ça, pour le Café des Tours. Donc on s'est dit, on va faire un droit de préemption en achetant un bâtiment et en revendant sous condition, avec un appel d'offres ciblé pour dire on veut un restaurant ou un café au rez-de-chaussée. Et ça a marché 2 fois. On a fait le Café des Tours. Donc nous avions plusieurs maisons qui étaient à vendre, qui étaient vides.
Et nous avons décidé d'instaurer un droit de préemption sur les fonds de commerce pour pouvoir racheter les commerces avant et s'assurer qu'il y aurait bien un commerce après, à nouveau. Le risque, c'était que des propriétaires immobiliers achètent le bâtiment pour en faire des appartements, pour les relouer, des personnes âgées ou autres, et donc n'apportent rien au village, quoi, en fait, pas grand-chose. Donc on avait eu ça, on avait des... Par exemple ici, il y avait des personnes âgées qui ont assisté, elles venaient regarder la place, mais il était mieux que ce soit un commerce pour l'animation du village. Donc on l'a remis en vente, avec une condition, c'était qu'il y ait un commerce enregistré de restaurant ou de bar. Et donc il y a eu des volontaires qui on a choisi sur appel d'offres. Même chose pour le hôtel. Oui, alors on a la chance d'avoir des autochtones qui profitent largement de tous les commerces et même si dans l'intramuros il y a peu d'habitants, c'est important d'avoir ce commerce de proximité. Là, c'est à cause ou grâce à lui. Hein? Pourquoi vous avez choisi ici? Parce qu'il y a d'abord le label Village de France. Ah, c'est bien. Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr. Et puis, on a un écrin qui est fabuleux. Et non seulement le village, avec les dédales de ruelles, les pierres, etc. Ça, effectivement, c'est un attrait pour y vivre au quotidien. Mais en plus, on est dans un écrin de verdure qui est superbe. Donc, c'est ce qui a fait le choix pour moi d'installer ma famille. La particularité dans certains villages qu'on a sur Sainte-Suzanne, c'est qu'on a le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. On était à Montflanquin, bastide médiévale magnifique, et il y a ce qu'on appelle le 360 degrés. À Montflanquin, vous faites 180 degrés au niveau paysage, vous avez la forêt, la nature et tout. Et quand vous vous tournez d'un seul coup et vous faites 180 degrés, vous avez la zone industrielle, les bâtiments et tout ça. Et Sainte-Suzanne, on fait partie de ces villages. On a un 360 degrés de nature, ce qui fait que la force du village aussi, elle est dans l'écrin dans lequel elle est posée. Ça, c'est aussi la rançon de la pauvreté du village. Pourquoi il y a des plus beaux villages de France, au patrimoine bâti presque intact? Parce qu'ils ne sont pas développés. Donc c'est un aveu de faiblesse pour le passé. Pourquoi pourquoi on n'a pas d'usine dans le coin? Parce que l'usine Bombelle qui fabriquait Babybel devait se poser entre Cham et Sainte-Suzanne. Et c'est posé à Évron. Le paysage ne serait pas le même si on avait Donc c'est aussi un problème économique des années des 30 glorieuses qui fait qu'on a maintenant des villages qui ont été préservés. Alors il faut attention, du coup, à bien vivre du tourisme pour pas qu'il y ait à nouveau cette tentation. Je pense à Montbrun-les-Bains, dans la Drôme, qui est pareil, comme nous, un village perché avec un château en haut. Et c'est exactement ce que tu dis. Quand tu regardes le village, c'est magnifique, etc. Tu vas dans le village et en bas, tu as Super-U, Saint-Maclou, la zone industrielle, les poids lourds, Saint-Nectaire notamment, qui est une ville du Massif central qui fabrique du fromage du même nom. Et Saint-Nectaire, vous ouvrez le dictionnaire, vous voyez Wikipédia, vous voyez l'église magnifique sur son rocher. Mais toujours la même photo de Saint-Nectaire, vous avez l'impression que c'est magnifique, elle est en pleine nature, pas du tout. Vous faites ça, vous avez l'église, et là vous avez Saint-Maclou, la zone industrielle et l'entrée du village complètement industrielle. Donc ils ne sont jamais plus au village de France. Ils ont été refusés définitivement parce que c'est insoluble. Sauf à raser la zone industrielle, donc c'est insoluble.
je découvre avec mon nouveau mandat, c'est un combat quotidien et des gens qui essaient de passer en force, mais quand même, globalement, les habitants, il y a une prise de conscience de cette qualité-là et ils arrivent à mieux comprendre. Et ça permet, si vous voulez, ça a permis d'avoir quand même une unité du village. Vous voyez, ces photos-là, en haut. C'est ça qu'on recherche. Vous voyez, la première, en haut, c'est ça. Il y a une unité sans être sophistiquée. On en a profité, bien sûr, partout pour supprimer le maximum de ciment. Ça, c'est une rue qui était entièrement goudronnée. Il y avait trop de ciment. Un village, ça prend beaucoup de temps à monter. Hein, c'est 20 ans, 30 ans d'effort. Ça peut vite redescendre si on n'est pas en veille dessus. Et c'est l'un des principes des plus beaux villages de France. On n'est pas un musée. Ce n'est pas un village musée, c'est un village vivant. D'accord. Donc toute la difficulté, c'est de le faire vivre tout en préservant son patrimoine. D'accord. Des choses qui sont moches et qui devraient être réglées. Moi, j'ai réglé tout ce qui est communal, tout ce qui est municipal, mais tout le reste, c'est des maisons privées. Donc, je vais vous en montrer. C'est pas beau, mais c'est privé. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Comme vous avez vu des jardins tout à l'heure qui n'étaient pas jolis, mais c'est pas à nous, c'est pas la commune. Et là, ce cas-là, vous ne pouvez pas forcer le propriétaire. En France, la propriété est un droit sacré. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire des travaux qu'ils ne veulent pas payer. C'est pas non plus à la commune de payer des travaux sur des propriétés privées qui vont valoriser la propriété privée. Au cœur d'une ancienne ferme qui a marché, moi que j'ai connu étant enfant, dans les années 70, 80, elle fonctionnait encore. Monsieur élevait du bétail et il avait besoin de place pour son fourrage pour donner à manger aux vaches, aux chevaux. Et donc il a entreposé ça dans un garage, dans un hangar, on dit, en tôle ondulée, vous voyez, qu'il a fabriqué de lui-même. On voit qu'il y a un peu de pierre, un peu de mur en parpaing, un peu de bois, un peu de tôle, un peu de fibre au ciment même, là, interdit. Et donc maintenant, c'est ce qu'on appelle une verrue dans le paysage. Donc non seulement ça ne sert plus pour la ferme, puisque ce n'est plus une ferme. Le monsieur est très âgé, donc la maison n'est pas à vendre, mais il n'y a aucune raison qu'il la supprime. Enfin, on ne voit pas qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il supprime cette chose-là maintenant. Donc il faudra bien surveiller la vente d'une maison comme ça pour récupérer ce bâtiment et essayer de supprimer cette verrue qui est vraiment laide dans le paysage. Et pour un plus beau village, c'est vrai que ici on l'a toujours vu ce bâtiment, on est habitué. Mais les touristes, eux, ils vont voir cette horreur. Et donc un jour ou l'autre, il faudra le supprimer. C'est à ce moment-là qu'on essaie de les coincer pour les inciter, pour les persuader qu'il faut faire bien. Mais quand c'est fait depuis des années, à une époque où il n'y avait pas de règlement, ils étaient dans l'illégalité à l'époque. Donc on n'a pas demandé à tous les gens de refaire ce qu'ils avaient déjà fait. Quand vous êtes en toute petite cité de caractère, vous ne choisissez pas les couleurs que vous voulez, vous avez un nuancier, ça c'est sur les murs. Vous ne pouvez pas peindre votre mur en noir, donc avec des références. Ça c'est sur les menuiseries, ça sur les portes cochères, et ça c'est sur les ferronneries, tout ce qui est gris et portail. Et ce qui permet de revenir sur des choses un peu harmonisées, travailler esthétiquement, pour éviter d'avoir des choses... Même le blanc pur, ce n'est pas autorisé. Vous allez trouver prendre quelque chose de très clair, mais pas le blanc, par exemple. Là, en Bretagne, les petits caractères, c'est plutôt le blanc, ça dépend des régions, ça. Voilà, c'est fait avec les régions. En Bretagne, par exemple, blanc-bleu, c'est deux teintes qu'on a de manière très forte. Voilà. Donc ça, c'est bien en Mayenne. C'est nos couleurs à nous, pour que là aussi, il y ait une harmonie de village en village. Puisque dans le temps, les gens utilisaient les matériaux locaux avec les teintes, le sable local, avec les peintures locales, enfin voilà. Donc ça recrée une identité. Il y a de réglementation de matériaux pour construire quelque chose. Matériaux. Oui, une réglementation. Ah, une réglementation. Oui. C'est-à-dire que là, ça c'est des enduits. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour les toitures, vous pouvez faire de l'ardoise, de la tuile, mais dans certaines conditions, pas toujours. S'il y avait déjà de la tuile, on peut en refaire, surtout ici à Sainte-Suzanne, parce qu'on avait des briqueteries qui fabriquent des tuiles et des briques. D'accord. Donc historiquement, il y en avait, donc on peut continuer. Mais sinon,
Il y a des endroits, en Anjou par exemple, c'est que de l'ardoise. Là, vous avez trois choses, deux autorisées et une interdite. Ah bon? Là-bas, c'est de l'ardoise, le violet foncé, ça vient d'Angers, hein, surtout. Après, vous avez de la tuile, Oui. ça vient d'ici, Autorisé. c'est autorisé. C'est fabriqué après- à cette village. Oui. Après, vous avez de l'ardoise, et après, vous avez du fibrociment. Fibre ciment. Et Ah là-dedans, là, il y a de l'amiante. bon? Donc, c'est dangereux. Donc, toutes les pierres que vous voyez là, c'est des pierres d'ici. Il y en a qui sont plus typiques que d'autres. J'espère que ça va pas être et ça, c'est des pierres locales, de grès. C'est comme du granit, mais très très dur. Un peu rose de couleur. Donc ça, c'est typique de la pierre Saint-Suzanne. D'accord. Ça vient de Sainte-Sainte? vient d'ici, Quelle là. quelle île de Sainte-Sainte? Ça vient de en dessous du château, là où il y a les rochers. C'est de là que... En pierre, ils ont mis en crépi, mais le crépi c'est un peu noirci. Et finalement, c'est pas laid, quoi. C'est la couleur d'origine. On en a profité pour supprimer les tuyaux extérieurs D'accord. qui couraient le long du mur pour intégrer un fil qui passe entre les pierres derrière Oui. et recrépir par-dessus. D'accord. Ça, c'est l'employé communal qui a fait ça. Pour l'instant, ça se voit beaucoup parce que c'est tout neuf. Mais dans 2 ans, je vous garantis, ça va être comme ça. D'accord. Ça va noircir, ça va devenir comme ça. Dans la région des Pays de la Loire, une petite subvention, je ne sais plus combien c'était. Ça donnait 20%. 20% et nous, Et la la commune, commune, 5. 5%. Donc ils arrivaient à avoir 25% de tout ce qui était visible. Hein, les toits, les fenêtres, Les murs, ce qui pour une commune comme la nôtre et mettre 5% sur les travaux comme ça et pas un petit effort. Hein. Heureusement, il n'y en a pas eu trop. La relation entre le maire et les habitants, moi c'était un peu particulier puisque j'ai été président de l'association Médiéville avant d'être maire. Donc ma mission au départ c'était de créer les fêtes médiévales de 2009 et puis dans la foulée j'ai été élu maire. Donc moi j'ai commencé beaucoup avec les bénévoles puisque j'avais tous les 15 jours une réunion de préparation des fêtes médiévales avec, on était jusqu'à 200 bénévoles quand même. Donc il y a eu un amorçage du bénévolat facilité par cette organisation des fêtes médiévales. Ceci dit, encore une fois, tout le monde n'est pas pour, il y en aura le Moyen-Âge, il y en aura le Paul, etc. Mais il y a au fond, pour la plupart, quand même une fierté d'appartenance. Hein, quand ils voient le village à la télévision nationale, là ils voient quand même qu'ils sont fiers. Quoi. Voilà. Ils sont fiers aussi quand ils revendent leur maison un peu plus cher que les villages d'à côté. Les choses modernes sont souvent cachées. Par exemple, derrière ça, c'est une piscine ouverte, individuelle. Donc les gens font quand même ce qu'ils veulent chez eux, hein, mais en général de manière un peu discrète, D'accord. plutôt que de mettre à la vue de tout. On va essayer de réconcilier avec les choses modernes. Ah oui, quelqu'un qui achète ici une maison comprend bien que l'été il a envie de faire plaisir à ses petits-enfants, qu'il y ait une petite piscine, etc. Mais quand même, il faut respecter la vie collective. Ah oui, aussi, bien sûr. J'ai acheté un truc pour les voitures, hein, pour les bords de voitures. Ça, je fais moi-même, si vous voulez. Je n'ai pas demandé à la commune de faire mon travail. C'est des trucs que j'ai. C'est des détails insignifiants, mais moi j'aime mieux avoir ça, ça coûte rien, très peu, plutôt que d'avoir des enfants qui se coupent. Et
s'occuper aussi de la rivière. Vous voyez les algues qu'il y a au fond là? Pour l'instant ça va, elles ne sont pas gênantes. Et cet été, elles vont recouvrir toute la surface de l'eau et ça va être invasif, ça va être un vrai problème. L'association Sainte-Suzanne a réuni des bénévoles et avec des râteaux, des cerfs, tout ça, ils viennent à une dizaine et nettoient tout ça. D'accord. Ça fait des camions dans la commune leur prête le camion pour emmener tout ça à la décharge, l'espace vert. Mais au moins on a nettoyé la rivière. Donc personne n'a rien à payer. Enfin si, les sources du camion pour emmener à la déchetterie, mais les bénévoles le font volontiers pour la commune. Pour que ça soit joli. C'est quoi? J'ai un bouquin sur la Loire en Anjou, une chose avec des illustrations et très peu de texte comme ça. Ah oui, c'est superbe. Ah bah. Et puis des choses, voilà, la carrière, des choses un peu plus techniques aussi sur le. Oui, bien sûr, c'était technique. Voilà. J'expliquais là la passe là, de réglage de l'eau, par exemple, c'était technique, hein, la hauteur de l'eau était. Les vannes et tout ça. Ouais. Tiens, d'ailleurs, Gérard qui m'a fait. Et puis tiens, chez Valérie. Non, bah je sais pas où est-ce que je vais pas vous retarder. Guillaume, non, bah tant pis.